qu'il ne serait pas très bien indiqué pour l'Union européenne d'afficher une préférence pour un des candidats, quand bien même ce candidat serait intéressant. Il ne faut pas donner l'impression que l'Union européenne prend parti. Et l'Union européenne va avoir un problème. C'est le problème de Tshisekedi. Tshisekedi, lui, à ce moment-là, décide de boycotter les élections. Donc, évidemment, ce n'est pas très bon pour le processus de transition et le processus de démocratisation comme le perçoit l'Union européenne. Il cherche à convaincre Tshisekedi pour qu'il participe quand même à cette histoire. Donc, il n'arrive pas à le convaincre. Donc, finalement, il se rend compte qu'il y a quand même un deuxième danger. Si Tshisekedi ne veut pas participer à légitimer cette mascarade électorale, il reste quand même Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba, quel que soit ce que les Congolais peuvent lui reprocher, il préfère quand même voter pour Jean-Pierre Bemba que pour Joseph quelque chose. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, évidemment, la situation de l'Union européenne est très très délicate. Et ils sont sous la pression, bien entendu, des États-Unis. Il faut bien comprendre à ce moment-là que la France est dans une situation très difficile, très particulière. Le président Jacques Chirac est quasiment en fin de mandat, et surtout, il a eu à affronter les États-Unis dans le dossier contre l'Irak, où il a refusé de participer militairement à la guerre contre l'Irak. Et donc, évidemment, les Bush n'ont pas beaucoup accepté cette position qu'ils considéraient comme pas très amicale. Donc, le président Chirac est également à l'intérieur de son propre dispositif, menacé par le bouillant Nicolas Sarkozy, qui menace de se présenter aux élections présidentielles et qui est très très pro-américain. Donc, la situation du président Chirac est très difficile. Donc, il ne veut pas faire pas de bras de fer avec les Américains qui veulent absolument imposer Joseph Kabila. Il cède et il suit les Américains dans ce processus. Évidemment, le renforcement de la police devient une des préoccupations importantes. Mais pourquoi? Pour l'Union européenne. Parce que l'Union européenne dit quelque chose de très clair dans ses propres rapports. C'est que, en cas de résultat désignant Joseph Kabila comme vainqueur des élections, si les Congolais ne sont pas d'accord avec cette victoire, eh bien, il risque d'y avoir des émeutes à Kinshasa. Et pour éviter toute forme d'émeute à Kinshasa, il faut que le dispositif policier soit performant et efficace uniquement à Kinshasa et pas du tout à l'est du Congo où les populations civiles ont besoin d'un coup de main de la sécurité de l'État. Évidemment, en 2006, vous savez ce qui s'est passé. M. Kabila est effectivement désigné gagnant, les Congolais protestent, personne ne les écoute, et puis finalement, surtout ce qui est très important à ce moment-là, c'est qu'on voit les déclarations de M. Solana, qui considère que les Congolais ont fait preuve d'un civisme remarquable, puisqu'ils ont, pour la première fois de l'histoire politique du Congo, ils ont pu élire au suffrage universel quelqu'un qui représentait effectivement les aspirations du peuple congolais. Les mêmes déclarations sont faites par le célèbre, tristement célèbre Louis Michel, qui va effectivement célébrer la victoire de Joseph quelque chose. Et puis évidemment, il y a M. Solana, Xavier Solana, donc le représentant de la diplomatie de l'Union européenne, qui félicite également la participation massive, importante des Congolais dans ces élections démocratiques, sans oublier de souligner que pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne, ils ont participé à financer un processus électoral qui a finalement coûté plusieurs millions d'euros, mais pour lesquels les Congolais, d'après eux, sont effectivement satisfaits. Il se trouve que, à partir de ce moment-là, un deal va être signé également avec Joseph Kabila. Et quel est ce deal? C'est que Joseph Kabila, s'il veut être considéré comme président élu, et donc le silence de Joseph Kabila que vous allez commencer à remarquer dès 2004, c'est à ce moment-là que toutes les négociations sont faites avec lui, entre lui et l'Union européenne.
et le Rwanda. C'est que toutes les attaques du Rwanda ne doivent jamais être stigmatisées ou critiquées par Joseph Kabila. Donc tous les Congolais vont être surpris du silence du président de la République. Je pense que tout ce qu'on a pu reprocher au maréchal Mobutu, il ne se serait jamais autant tu après autant d'attaques et d'incursions d'une armée étrangère sur son territoire national. Il avait quand même un minimum de fierté, ne serait-ce que pour qu'on dise que Mobutu ne se laisse pas faire. Donc, je crois quand même qu'il aurait fait quelque chose. Ce qui est surprenant, c'est que, pour beaucoup de Congolais, c'est que pendant toute cette période, eh bien, Joseph Kabila ne dira rien. Et après 2006, ça va s'accentuer. C'est-à-dire que plus le Rwanda va mener des opérations militaires sur le territoire congolais, moins les autorités congolaises de Kinshasa vont s'exprimer à ce sujet. Mieux, le Rwanda va se permettre d'insulter régulièrement les hommes politiques, la classe politique congolaise, en disant qu'il y a un problème de leadership dans ce pays, et jamais, pas une seule fois, on va entendre soit la présidence de la République, soit un haut représentant de l'État s'indigner des propos outranciers de l'ancien chef rebelle rwandais. Et donc, évidemment, ce mépris va s'étaler sur plusieurs années contre l'armée congolaise, qui va devenir la risée de tous les Congolais, et finalement, on ne comprendra pas pourquoi un si grand pays arrive à être mis à genoux par le Rwanda, et que finalement, toute la communauté internationale se soumet. Et bien, pourquoi? Les multiples rapports qui vont être mis sur la place publique par les Nations Unies, eh bien, vont démontrer à tous les coups que le Rwanda soutient toutes les rébellions qui se sont organisées, structurées à l'est du Congo. Malgré cela, le discours ne changera jamais au sein de l'Union européenne, et mieux que cela, jamais le nom du Rwanda sera prononcé officiellement dans les déclarations de l'Union européenne pour remettre en cause la violation du droit international, c'est-à-dire que la violation de la souveraineté du Congo. C'est face à tout, après avoir constaté tous ces éléments et toute cette mascarade, j'ai donc décidé de rendre public tous les documents que j'avais découverts, parce que je considérais que les Congolais avaient beaucoup protesté lors des dernières élections de 2011, mais je disais qu'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi, malgré toute la pression, tous les mémorandums qui ont été envoyés par tous les Congolais, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des citoyens ordinaires, que ce soit des militants des droits de l'homme à l'Union européenne pour dire qu'il y a eu fraude électorale au Congo et que cela est inacceptable, eh bien l'Union européenne est restée sourde et muette devant toutes ces revendications. Eh bien, je me disais que les Congolais ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé lors des dernières élections s'ils ne comprennent pas le deal qui a été fait en 2006 avec Joseph Kabila et le Rwanda. Et toutes les dernières attaques du M23 et le processus qui a été mis en place n'a permis aux Congolais que de se rendre compte. Malheureusement, heureusement, le livre est sorti avant que le M23 ne mène son attaque, etc. Et on a vu que le seul endroit qu'on a trouvé de pouvoir rassembler les gens pour discuter, eh bien, c'était à Kampala, le pays qui a toujours soutenu avec le Rwanda la déstabilisation du Congo. Je pensais que, en essayant de porter le débat sur le territoire, sur au sein du continent européen, sur l'action de l'Europe en République démocratique du Congo, c'était une façon très modeste, je le crois, mais je pense suffisamment intéressante pour rompre le silence qui a été imposé à votre pays. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Charles, pour ton exposé très plié qui accable toute une série de pays